Elle était promise à un duc, mais elle a préféré être livrée à un homme que l'on disait mort. En quelques jours, cette noble rejetée va découvrir un secret que même son père voulait effacer de l'histoire. Et ce qu'elle va apprendre changera non seulement sa vie, mais ébranlera toute une société. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que révèle cette histoire dépasse toutes les attentes. Sur les hauteurs dorées de Provence, le château de Chantraine se dressait comme un vestige d'un monde révolu, figé dans sa gloire et ses convenances. Les pierres, polies par les siècles, renvoyaient les reflets d'un pouvoir silencieux. C'est là que vivait Francine, fille unique du marquis Henri de Chantraine, une jeune femme à l'esprit affûté, au regard rebelle et à la silhouette que la société s'obstinait à juger inconvenante. À 22 ans, elle était déjà une énigme gênante pour l'aristocratie. Trop franche, trop vive, trop elle-même. Sa mère, la marquise Geneviève, morte trop tôt, lui avait légué une grâce discrète et une force de caractère que le marquis n'avait jamais su apprivoiser. Francine lisait des romans interdits à l'allure des chandeliers, parlait politique quand on attendait d'elle des sourires, et refusait de plier l'échine sous le poids des convenances. Pour son père, elle n'était qu'un miroir brisé, un rappel cuisant de sa propre impuissance à façonner un héritier docile. Puis vint la sentence, livrée un matin où l'air sentait la rouille. Elle serait promise au duc d'Ougnac, homme austère, 2 fois plus âgé, redouté pour sa cruauté, méprisé pour ses mœurs. L'alliance rapporterait pouvoir, sécurité, renom. Mais à Francine, on ne demanda rien. Et lorsqu'elle osa souffler un « Et si je refuse ?» dans la bibliothèque tapissée de cuir, son père répondit d'un ton glacé. « Tu as déjà trop refusé, ma fille. Il ne te reste plus qu'à obéir. » Mais elle n'obéit pas. Le soir même, elle fit voler en éclats le banquet donné en son honneur. Elle écrivit au duc que jamais elle ne serait sienne, préférant la mort à l'humiliation, puis se retrancha dans sa chambre munie d'un quignon de pain et d'un ouvrage philosophique. Le scandale se répandit dans les salons comme un poison raffiné. Au matin, le marquis, implacable, déclara qu'il restaurerait l'honneur de la famille, quel qu'en soit le prix. Dans le grand salon obscur, il annonça devant ses conseillers une décision qui glaça l'assemblée. Francine serait offerte en paiement d'une dette de guerre à un esclave mort, un homme nommé Malik, qui jadis lui avait sauvé la vie en Afrique du Nord. Francine n'était plus qu'un pion, un outil de vengeance sociale, une offrande vivante à un fantôme. La sentence était cruelle, absurde, et pour cette raison, parfaite. Francine n'implora pas. Son cœur brisé comme du verre fendu n'émit aucun son. Cette punition n'était pas une fin, mais une exil. Et dans cet exil, un éclat inattendu prit naissance, celui de la liberté. Avant de quitter sa prison dorée, elle leva les yeux vers le portrait de sa mère. Le visage peint de la marquise semblait lui murmurer « Ne baisse jamais les yeux ». Alors elle partit, non pas comme une martyre, mais comme une femme qu'on pousse vers le vide, sans savoir qu'au fond de ce gouffre, elle découvrirait la lumière. Si ce début d'histoire vous émeut, laissez un petit like pour soutenir notre travail. Vous aimez les récits d'époque puissants et bouleversants? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires d'amour et de courage. La calèche s'éloigna du château en grinçant sur les chemins de terre. Autour d'elle, les champs de lavande ondulaient doucement, indifférents au poids du silence. Francine, le regard perdu au loin, n'avait qu'une valise à ses pieds et aucun adieu derrière elle. Pas une servante, pas un regard. Seulement le roulis du bois et l'amertume d'un abandon déguisé en sentence. Elle murmurait ce nom, Malik. Un esclave, un inconnu, un nom que son père n'avait même pas jugé digne d'un destin. Et pourtant, dans le creux de son cœur, une question se formait, imprévisible. Et s'il valait mieux que tous les nobles que j'ai connus? Le domaine où elle fut déposée n'avait rien du faste des Chantraines. C'était une bâtisse austère, couverte de mousse, où le vent semblait avoir élu domicile. Pas de domestique,
pas de bienvenue, seulement un homme debout à l'ombre d'un figuier, grand, la peau sombre, les bras croisés, et les yeux calmes, insondables. Il ne dit rien. Même lorsqu'elle trébucha sur la pierre humide du seuil, il ne tendit pas la main. Il ramassa sa valise, la posa dans une chambre nue, au drap rêche, sans miroir, sans parfum, sans or. Un silence brut, presque offensant. La première nuit fut une guerre froide. Elle ne toucha pas le pain sur la table, il ne chercha pas à la convaincre. Assis près de la cheminée, il aiguisait une lame, comme pour lui dire « Je suis ici par ordre, pas par choix ». Le lendemain, elle tenta d'imposer sa voix, ordonner, commander. Il ne répondit pas. Il alla chercher de l'eau au puits, déposa 2 seaux devant sa porte et s'éloigna. « Insolent !» cria-t-elle. « Barbare !» Il ne se retourna même pas. Les jours suivants s'écoulèrent pareils à un duel. Elle exigeait, il ignorait, elle testait, il résistait. Mais plus elle tentait de le provoquer, plus son calme la désarmait. Malik ne la regardait ni avec dégoût ni avec désir. Il la regardait sans jugement. Et pour Francine, élevée entre moquerie et convoitise, c'était déstabilisant. Libérateur même. Un après-midi, elle l'observa depuis la fenêtre. Il arrachait les mauvaises herbes, torse nu, concentré, précis. Il travaillait avec la rigueur d'un soldat, sans un mot, sans pause. Elle se surprit à s'interroger. Qui était-il avant d'être réduit au silence? Qu'est-ce qui l'avait brisé? Il n'était pas un serviteur, il était un mystère. Et elle, pourtant élevée au sommet d'une pyramide sociale, se découvrait ignorante face à sa simple dignité. La punition qu'on lui avait infligée s'effritait. Ce qu'on voulait lui faire subir devenait une leçon. Elle n'était plus une héritière rejetée. Elle devenait une femme qui réapprenait à voir. Une nuit glaciale, alors qu'elle grelottait sous une couverture trop fine, Malik entra sans frapper. Il alluma le feu, déposa une tisane fumante et s'apprêta à ressortir. « Merci » murmura-t-elle, la gorge sèche. Il s'arrêta, sans se retourner, et dit d'une voix grave « Personne ne mérite d'être traité comme une marchandise. Ni toi, ni moi. » Ces mots résonnèrent en elle comme une vérité que nul ne lui avait jamais dite. Si ces mots vous touchent, pensez à vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Et si vous connaissez quelqu'un que ce récit pourrait inspirer, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Les jours s'étiraient dans une routine rude, étrangère à Francine. Préparer son feu, laver son linge, cueillir des herbes pour le dîner. Autant de gestes simples, humiliants pour celle qui avait grandi dans un monde où les mains restaient propres et les ordres régnaient. Le sol dur. Les silences épais. L'odeur persistante de bois humide. Chaque détail lui rappelait qu'elle n'était plus noble. Qu'elle n'était plus rien. Malik, lui, était une silhouette constante, tranquille et insaisissable. Il ne se plaignait jamais. Ne demandait rien. Il réparait les coussins, coupait le bois, calmait les bêtes la nuit, comme si sa vie était une chorégraphie silencieuse. Choisie plutôt que subie. Francine le regardait faire avec un mélange d'admiration et de colère. Elle détestait la facilité avec laquelle il semblait traverser l'existence. Elle lui lança un jour, exaspérée, « Tu te crois supérieur à moi, c'est ça ?» Il répondit sans lever les yeux. « Non. Je n'attends simplement pas qu'on me serve. Ça change tout. » Elle voulut rire, le rabaisser, mais la phrase résonna comme un miroir impitoyable. Elle savait réciter Racine, dresser une table, danser au rythme d'un menuet, mais elle ignorait comment apaiser une chèvre malade ou faire lever une patte. Elle était cultivée, mais inutile. Un après-midi tiède, elle le croisa dans le potager. Elle s'apprêtait à couper de la lavande pour parfumer sa chambre. Il l'arrêta doucement. « Pas maintenant.
elle perdra tout son arôme. Tu es jardinier à présent? Non. J'écoute. La terre parle. Il faut juste savoir quand cueillir. Elle ne répondit pas, car au fond, cette discussion anodine n'en était pas une. Il s'agissait de contrôle. De qui savait? De qui menait la danse dans ce micro-univers partagé malgré eux? Et dans cette tension, née d'orgueil et de silence, quelque chose de subtil naissait. Les nuits, plus difficiles encore, étaient pleines de murmures. Elle l'entendait prier doucement dans une langue qu'elle ne comprenait pas, écrire à la lueur d'une bougie, rêver tout haut parfois. Cela la troublait. Elle voulait comprendre, elle voulait savoir ce qu'il cachait, ce qu'il était, vraiment. Un soir, secouée par un cauchemar où elle se voyait traîner devant l'autel, offerte au duc, les yeux fous, la bouche ensanglantée, elle sortit de sa chambre en panique. Malik était là, dans la cuisine, buvant un peu d'eau. « Toi aussi, tu rêves ?» demanda-t-elle, haletante. Il la fixa, son regard sombre empreint d'une mélancolie douce. « Parfois. Le passé me fait peur, mais seulement quand j'essaie de l'oublier. » Elle ne répondit pas. Mais cette phrase s'incrusta en elle comme une aiguille sous la peau. Car oui, elle tentait d'oublier celle qu'elle avait été. Lui semblait avoir fait la paix avec ses fantômes. Le lendemain, pendant son absence, elle osa entrer dans sa chambre. Elle y découvrit un espace modeste mais vivant. Des livres en arabe et en français, une carte délavée. Et sur la table, un foulard brodé d'initiales féminines. Elle le toucha, du bout des doigts. Un étrange pincement au cœur la traversa. De la jalousie peut-être. Ou autre chose. Ce n'était pas encore de l'amour. C'était une attention, une curiosité, une tension suspendue. Comme deux fauves s'observant à distance, guettant moins le danger que la possibilité d'un lien. Si vous ressentez ce lien naissant, laissez un commentaire. Pensez-vous que l'amour peut naître dans un monde qui ne lui laisse aucune place? Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. L'hiver s'abattit sans prévenir, féroce et humide. Le vent sifflait à travers les fentes des murs. Les vitres tremblaient et même les rats semblaient grelotter sur les planches. Francine, obstinée, refusait encore les vêtements de laine rustique que Malik lui avait laissés sur le lit. Mais son corps, lui, céda. La fièvre arriva comme une marée. D'abord de simples frissons, puis les sueurs froides, la toux sèche, les lèvres gercées. Elle luttait, orgueilleuse, cachant sa faiblesse comme une faute. Mais Malik vit, il vit tout sans qu'elle dise un mot. Le troisième jour, sans attendre d'autorisation, il entra. Un linge humide dans une main, une décoction sombre dans l'autre. Elle détourna le visage, honteuse. Il ne dit rien. Il posa le linge sur son front, réajusta la couverture, alluma le feu. Puis, d'une voix douce, presque un murmure, « Repose-toi, ne lutte pas. » Ce fut la première fois qu'un contact humain ne la fit pas reculer. Dans les jours qui suivirent, il devint son ombre silencieuse. Il préparait des infusions, rafraîchissait les linges, changeait les draps. Il ne posait aucune question, ne la jugeait jamais. Et cette retenue était la forme la plus puissante de tendresse qu'elle ait jamais connue. La maladie fit fondre ses dernières défenses. Les gestes simples de Malik, rentrer du bois, caresser doucement son front, ajuster l'oreiller sans bruit, étaient 1000 fois plus puissants que tous les mots d'amour reçus dans les bals. Il était là, présent, entier, constant. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur le toit et qu'elle se réveilla en larmes, Francine le trouva assis près du feu, somnolent. Elle s'approcha, titubante, les bras serrés autour d'elle. « Je n'ai jamais été aimée, ni par les miens, ni par moi-même », murmura-t-elle, le souffle cassé. Il ne se précipita pas vers elle. Il s'assit à ses côtés, gardant une distance pudique, mais son regard brillait d'une écoute rare. « Tu crois que tu ne le mérites pas ?» Elle sourit amère.
Ma mère disait que mon corps était un fardeau. Mon père, tu sais ce qu'il pense. Il garda le silence, puis d'une voix grave, « Je suis né libre. Mon père vendait des tissus, ma mère chantait au mariage. On avait peu, mais c'était suffisant. Un jour, un navire français est arrivé et j'ai été vendu pour 3 pièces. Je n'ai jamais revu ma terre. » Le silence qui suivit n'était pas vide, c'était un deuil charrié. Nous avons été vendus différemment, mais détruits par les mêmes chaînes. Ce soir-là, Francine le comprit. Leur douleur avait la même racine. « Nous ne sommes pas si différents, n'est-ce pas ?» souffla-t-elle. « Non, répondit-il. On nous a juste appris à nous haïr pour de mauvaises raisons. » Il s'endormit sur la chaise, les doigts encore fermés sur un linge humide, comme un soldat refusant d'abandonner son poste. Et elle, allongée dans son lit, le regardait, le cœur gonflé d'une émotion inconnue. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Non à cause d'un nom ou d'un toit, mais parce qu'il était là, présent, entier, constant. Cette scène vous a ému ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Votre regard nous aide à faire vivre ces récits. Et si vous voulez continuer ce voyage avec nous, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour la suite. La convalescence avait laissé Francine plus fine, plus fragile. Mais son esprit, lui, était en ébullition. Elle passait de longues heures à errer dans cette maison rude, explorant les recoins oubliés, comme si elle cherchait un sens à ce nouvel exil. Ce fut dans la chambre d'amis, en marchant sur une latte disjointe, qu'elle entendit un craquement. Intriguée, elle souleva la planche et découvrit un coffre ancien, dissimulé sous le sol depuis des années. À l'intérieur, des livres rongés par l'humidité, un portrait fané de sa mère, jeune, les cheveux défaits, et une liasse de lettres liées par un ruban de satin bleu. Le cœur battant, Francine ouvrit la première. L'encre pâlit, mais l'écriture était familière, celle de Geneviève, la marquise, sa mère. Mais la lettre n'était pas pour elle. « Mon cher Henri, je sais que tu ne comprendras jamais, mais je ne peux plus me taire. L'homme que tu appelles ton serviteur n'est pas moins noble que toi. Il a sauvé ta vie et la mienne, et plus encore ton âme. » Le souffle de Francine se coupa. Elle s'assit à même le sol, les doigts tremblants. Les mots qui suivaient racontaient une autre version de l'histoire que le marquis lui avait toujours servie, celle d'une campagne militaire au Maroc, d'un village attaqué, de Malik se dressant seul entre la barbarie et les innocents. C'était lui, Malik, qui avait protégé Geneviève. C'est elle qui avait insisté pour qu'il soit ramené en France. Et c'est le marquis, son propre père, jaloux et furieux, qui avait usé de son influence pour faire de Malik un esclave. Le sang de Francine se glaça. Ce n'était pas une punition qu'on lui avait infligée. C'était une dette qu'on avait tenté de faire taire. Malik n'était pas une offrande. Il était un homme d'honneur, un héros humilié par lâcheté. Les lettres, toutes signées de la main de Geneviève, n'étaient pas seulement des aveux. C'était une forme de testament, un appel à justice. Et en les lisant, Francine sentit la colère monter, une colère différente, plus profonde, moins contre son père que contre tout ce qu'il représentait. Elle attendit Malik près de la cheminée, les lettres posées sur ses genoux. Lorsqu'il entra, le regard encore couvert de poussière et les bras chargés de bois, il comprit, sans qu'elle dise un mot. Elle lui tendit l'enveloppe. Il hésita, puis il lut, en silence, lentement. Quand il releva les yeux, il avait ce même calme qu'il avait toujours défini. Mais un feu nouveau brillait dans ses pupilles. « Tu savais » demanda-t-elle la voix brisée. « Non. Les mots non. Mais la vérité, oui. » « Et pourquoi es-tu resté ? Pourquoi avoir accepté ça ?» Il la fixa, droit dans les yeux. « Parce que la liberté, mademoiselle, ce n'est pas fuir les chaînes. C'est savoir qu'on n'est pas ce qu'elle raconte. » Elle éclata en sanglots. Pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. Pour l'illusion d'une vie noble construite sur l'effacement d'un homme infiniment plus digne que ceux qui l'avaient réduit au silence. Ce soir-là, entre eux, quelque chose se brisa, mais pas de douleur, comme une coquille trop vieille, trop rigide. Et ce qui en sortit respirait enfin. « Et vous,
Que ressentez-vous en découvrant cette vérité enfouie? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous touche autant qu'elle nous a touché à l'écrire, abonnez-vous pour la suite. Ensemble, faisons vivre ces récits oubliés. Le printemps s'invita sans fracas. Ce ne fut ni un orage ni une explosion de couleurs, mais un souffle nouveau dans l'air. Une tiédeur inattendue au matin, le retour timide des abeilles dans le jardin. Francine sentit ce changement dans sa chair autant que dans son cœur. Depuis la découverte des lettres et les aveux silencieux de Malik, le monde n'était plus le même. Ni lui, ni elle. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils savaient. Ils n'avaient pas besoin. L'espace entre eux avait changé. Ce n'était plus une frontière, c'était une possibilité. Ce fut lui qui proposa de remettre le potager en état, pour rendre la maison plus autonome, avait-il dit. Mais ils savaient tous deux que c'était bien plus que ça. C'était une excuse pour être proches sans l'admettre. Alors ils semèrent, ensemble. Francine, les mains dans la terre, se redécouvrait vivante. Elle plantait du romarin, de la sauge et de la lavande avec une attention presque sacrée. Malik lui tendit un jour une poignée de petites graines fines et orangées. « Du safran, dit-il. C'est délicat. Ça prend du temps. Mais si on en prend soin, il fleurit d'une couleur rare. » Leurs doigts se frôlèrent en échangeant les graines. Le contact dura un souffle trop long, juste assez pour troubler. Elle détourna le regard, mais sa peau, elle, n'oublia pas. Pour la première fois de sa vie, un geste ne lui inspira ni gêne, ni honte, ni peur. Il y avait là quelque chose de nouveau, un respect profond, une tendresse inédite. Malik ne la regardait pas comme un corps à juger ou à posséder, il la regardait en entier. Les jours passèrent. Les conversations, autrefois brèves, s'étoffaient. Il riait parfois, elle se moquait de son accent français, il raillait sa peur des grenouilles. Il lui racontait des souvenirs d'enfance, un dessert préféré, une chanson de sa mère, un poème murmuré par son père dans la nuit. Et dans ces échanges, le silence devint refuge. Non plus absence, mais présence. Un matin, alors qu'elle glissa sur la terre mouillée, ils tombèrent tous deux dans les herbes hautes du jardin, riant comme des enfants. Couchés l'un près de l'autre, essoufflés, éclaboussés debout, ils restèrent un instant immobiles. Puis il tendit la main pour écarter une mèche de cheveux collée sur son front. Le geste était simple, mais le monde entier semblait suspendre son souffle. Pas de baiser, pas encore, juste cette chose si rare qu'aucun décret n'aurait su contrôler. Un amour qui naissait, sans mots, sans bruit, sans promesse. Un amour patient, enraciné dans le respect, nourri par la coexistence. Mais autour d'eux, le monde n'avait pas changé. Ils savaient, cette paix fragile n'était pas faite pour durer. Dans les regards croisés, il y avait autant de tendresse que de prudence. Ils vivaient dans un entre-deux, entre le désir d'aimer et la peur de ce que cela coûterait. Et pourtant, dans chaque silence, dans chaque graine semée côte à côte, ils bâtissaient quelque chose que même les chaînes du passé ne pourraient briser. Si vous sentez cette tendresse germer en vous aussi, likez cette vidéo et partagez-la à ceux qui croient encore à l'amour vrai. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette relation hors du temps, née dans la boue et vouée à fleurir. Le ciel se couvrit sans prévenir, comme si le printemps s'était effacé d'un seul souffle. Les nuages, lourds et menaçants, s'amoncelèrent au-dessus de la vallée. Le vent, d'abord discret, devint une bête affolée, hurlant entre les fentes de la vieille maison. Francine observait la tempête se préparer, le cœur alourdi par un pressentiment diffus. Malik, lui, renforçait les volets, talait les portes, ses gestes rapides, précis. L'odeur de pluie mêlée à celle du bois, la tension électrique dans l'air, tout annonçait une nuit différente. Puis, la foudre frappa. Un craquement sec comme un os brisé dans le ciel. Et soudain, l'arrière de la maison prit feu. Le petit abri à bois s'embrasa comme du papier hulé. Les flammes gagnèrent les murs secs en quelques secondes. « Francine, sors, maintenant !» cria Malik en saisissant un seau, jetant l'eau sur les premières langues de feu. Elle resta figée. Le feu, la peur, la maison. Elle ne bougeait pas. Puis l'instinct la poussa. Elle courut vers la porte arrière. Malik, lui, restait à l'intérieur, luttant contre les flammes comme un homme seul contre le ciel. Une poutre céda dans un fracas. Le seuil fut bloqué. Le feu rugissait. Elle hurla son nom, remonta dans la maison malgré la chaleur, les larmes, la panique. Il émergea, silhouette noire dans une mer de flammes. Sa chemise arrachée, la peau noircie de suie, les yeux braqués sur elle. Il ne réfléchit pas.
Il la prit dans ses bras, la souleva comme une plume et traversa le couloir en feu. Ils sortirent, ensemble, juste avant que la porte principale ne s'effondre derrière eux. De lors, sous une pluie battante, ils s'effondrèrent dans la boue, haletants, trempés, vivants. Le feu rugissait encore, dévorant le toit, engloutissant leur abri, leur quotidien, leurs souvenirs. Mais à cet instant, tout ce qui comptait, c'était le souffle qu'ils partageaient. Malik tenait Francine par les épaules, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Elle, les larmes aux yeux, le regardait, comme s'il le voyait enfin, entièrement. « Tu aurais pu mourir » murmura-t-elle à la voix brisée. Il la fixa, le visage ruisselant de pluie et de cendres. « Et si tu étais morte, je n'aurais plus aucune raison de vivre. » Ces mots ne furent pas une déclaration, ils étaient une vérité nue, simple, irréfutable. Et alors, cela arriva, sans mots, sans permission, sans peur. Leurs lèvres se trouvèrent. Ce baiser n'était pas volé, il n'était pas un caprice ni une consolation. C'était un serment, une confession, une délivrance. Dans la boue, sous un ciel en feu, entre le tonnerre et les cendres, deux êtres que tout opposait s'unissaient. Ce n'était plus une héritière et un esclave, ce n'étaient plus des victimes. C'étaient deux âmes enfin libérées. Le baiser dura longtemps. Il était doux mais plein d'urgence. Il était silencieux mais bouleversant. Puis le silence revint. Pas celui de l'hésitation. Celui de la peur. Car il savait, ce qui venait de naître là, au cœur de la tempête, n'était pas permis, pas accepté, pas toléré. Et dans ce silence-là, le monde extérieur reprenait déjà sa marche. Ce moment vous a touché ? Dites-le nous en commentaire. Votre ressenti nous aide à faire vivre ces histoires. Et si vous avez été ému par ce baiser volé à l'interdit, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que cette voix ne reste pas seule. Les jours qui suivirent l'incendie furent faits de silence, mais d'un silence chargé d'orage. Ni celui de l'amour naissant, ni celui des gestes timides. Non, celui d'un pressentiment. La maison avait perdu un pan de ses murs, mais ce n'était rien face à ce que le feu avait ravivé dans les cœurs, la peur. Celle d'un monde prêt à tout pour étouffer ce qu'il venait de vivre. Et le monde ne tarda pas à frapper. Un matin gris, le sol encore boueux des pluies de la veille, le bruit des sabots rompit le calme. Malik, de retour du puits, vit ce qu'il craignait le plus. Francine, encerclée par des cavaliers armés, le blason des Chantraines cousu à leur cape. Le marquis, prévenu par un domestique infiltré, avait envoyé ses hommes pour la sauver et pour punir ce qu'il appelait une corruption. Malik tenta de la défendre. Il fut roué de coups, enchaîné comme un voleur. Francine cria, frappa, se débattit, en vain. On l'arracha à lui comme à une faute qu'il fallait effacer. Le trajet vers le château se fit dans une calèche obscure, sans fenêtre, comme une cellule. À son arrivée, les regards étaient acérés, les chuchotements tranchants. Elle fut conduite dans l'ancienne salle de musique, transformée en tribunal improvisé. Les seigneurs locaux attendaient, avides de scandale. Le marquis, froid comme la pierre, se leva pour l'accuser. « Tu as souillé le sang noble, tu as trahi ton nom, tu as brisé ce que je t'avais offert. » Malik fut traîné dans la salle, enchaîné, meurtri, mais debout. On le traitait d'usurpateur, de manipulateur, d'animal. On exigeait qu'elle nie, qu'elle dise qu'il l'avait séduite, qu'elle avait été trompée. Son père murmura d'un ton glacial « Si tu refuses, tu n'es plus ma fille, ni de nom, ni de sang. » Alors, elle se leva. Son corps tremblait, mais ses yeux brûlaient d'une flamme ancienne. Malik la fixait sans espoir, mais avec respect. Il semblait lui dire « Sois libre, même loin de moi. » Le juge, complice du marquis, posa la question. « Confirmez-vous avoir été séduite par cet homme, qu'il a profité de votre fragilité ?» Francine fit un pas, puis un autre. Elle regarda la salle, tous ces visages qu'il avait méprisés, jugés, réduits à son apparence. Les femmes au regard dur, les hommes au sourire carnassier. Et puis Malik, silencieux, fièrement droit. Alors elle parla. « Non, il ne m'a pas séduite. Je l'ai aimé, et j'ai été aimée. Il ne m'a rien pris, il m'a tout donné.
Un murmure balaya la salle. Le marquis pâlit. Le juge tenta de l'interrompre, mais elle leva la voix. « Je renonce au nom de Chantrenne. Je ne veux ni titre ni héritage. Vous pouvez tout me prendre, mais vous ne m'enlèverez pas ma vérité. Malik est l'homme le plus noble que j'ai jamais rencontré, et si l'aimer est un crime, alors qu'on me condamne. » Le silence qui suivit fut plus retentissant que 1000 applaudissements. C'était un séisme. Une femme, issue de la plus haute noblesse, renonçait à tout pour un homme que le monde refusait de reconnaître. Le marquis se leva, furieux. « Tu as tout détruit, ton sang, ta lignée !» Elle le regarda sans peur. « Non, père, j'ai cessé de faire semblant. Ce n'est pas moi qui ai détruit. C'est toi qui as bâti ta grandeur sur le silence des autres. » Le juge, pris au piège par les regards, dut trancher. Trop de témoins, trop de murmures déjà prêts à s'élever. Malik sera libéré, pour éviter tout trouble. Les chaînes tombèrent dans un bruit sec, définitif. Francine tendit la main. Il hésita un instant, puis il la prit. Un geste simple mais immense, les doigts entrelacés, un pacte. Ils quittèrent la salle sous les regards tendus, certains pleins de mépris, d'autres de respect naissant. Une vieille servante fit le signe de croix discrètement. Un enfant jeta une fleur à leurs pieds. Et ce jour-là, Francine perdit son nom, mais elle gagna sa voix. Si cette scène vous a bouleversé, partagez-la. Ces histoires comptent. Elles nous rappellent que aimer, c'est parfois le plus grand des actes de courage. Abonnez-vous si vous voulez découvrir la suite de ce destin hors du commun. Le soleil se levait sur une autre vallée. Pas celle des souvenirs brûlés. Une vallée simple, fertile, baignée de lumière, où les champs de lavande ondulaient comme des vagues violettes sous la brise. Francine y marchait pieds nus, les cheveux lâchés, libre comme il ne l'avait jamais été. Plus de corset, plus de murs, plus de noms imposés. La maison, blanche, modeste, construite à flanc de colline, avait des volets toujours ouverts. Non par oubli, par choix, pour laisser entrer l'air et le monde. C'était là qu'elle avait recommencé, avec lui, Malik. Ses bras, autrefois meurtris par les chaînes, s'étaient fait bâtisseurs. Il avait reconstruit la maison pierre par pierre, planté un potager comme on plante une promesse. Les voisins le saluaient avec respect, non pour ce qu'il avait été, mais pour ce qu'il était devenu. Un homme droit, calme, digne. Francine, elle, écrivait. Dans un carnet posé sur ses genoux, à l'ombre du figuier, elle traçait les histoires des femmes qu'on avait fait taire, des mères oubliées, des filles marchandées, des voix étouffées entre deux rideaux de soie. Ce qu'elle avait autrefois dissimulé dans des pages déchirées, elle le criait désormais à l'encre libre. Ils eurent 2 enfants. Yasmine, une fille aux yeux de braise, curieuse et vive. Idriss, un garçon au sourire pensif, rêveur et tendre. Il grandissait entre les livres et la terre, les poèmes et les semences. Apprenons que l'identité ne se trouve ni dans un titre, ni dans un sang, mais dans ce qu'on choisit d'aimer et de protéger. Le dimanche, la maison s'ouvrait plus encore. Des femmes venues de loin passaient la porte, certaines en pleurs, d'autres avec un rire nerveux. Des anciennes domestiques, des paysannes, des inconnus. Elles venaient chercher un conseil, une écoute, un réconfort. Elles repartaient transformées, car dans cette maison il n'y avait pas de honte, pas de hiérarchie. Il y avait une vérité simple. Chacun avait le droit d'exister pleinement. Un après-midi de fin d'été, alors qu'ils récoltaient la lavande ensemble, Malik prit la main de Francine et dit « Tu te souviens de la première fois qu'on a planté ici ?» Elle sourit, les yeux brillants. « Je me souviens que je détestais avoir de la terre sous les ongles. Et toi, tu m'avais dit que la lavande ne fleurit qu'avec patience. Et maintenant, tu as fleuri avec elle. » Ils se regardèrent, longuement, comme s'ils étaient encore ces 2 êtres exilés d'un monde qui ne les avait jamais mérités. Mais aujourd'hui, ils n'étaient plus à genoux, ni l'un ni l'autre. Ils étaient debout, bâtisseurs d'un présent qu'aucune société n'avait osé imaginer pour eux. Ils n'étaient pas la révolte, ils étaient la preuve. Et lorsque le soir tomba sur la vallée, que les enfants riaient dans les champs, Francine écrivit dans son carnet
l'amour ne nous a pas sauvés par la force, ni par le scandale. Il a triomphé par la tendresse. Et c'est cette tendresse qui a bâti notre foyer. Un foyer sans barreaux, sans masque, avec des fenêtres toujours ouvertes. Le vent emporta ces mots dans les collines, et là où jadis régnait le châtiment et la honte, ne restait plus qu'un empire rare, celui de la liberté partagée. Si cette fin vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos mots comptent. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies ou imaginées, où le courage, l'amour et la liberté triomphent de tout. Et surtout, partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de se rappeler qu'on peut toujours se reconstruire.